Quand l'équipe de secours a finalement brisé la couche de glace ce matin du 3 août 2023, ils ont découvert quelque chose d'impossible. L'homme piégé en dessous respirait encore. Après 48 heures dans un cercueil de glace à 5 degrés C, son cœur battait toujours. Mais ce n'était pas sa résistance physique qui allait stupéfier les médecins. C'était ce qu'ils allaient découvrir dans son sang. Le 1er août 2023, Lucas Moreau, 33 ans, cardiologue au CHU de Lyon, avait entrepris l'ascension du Mont Blanc par la voie normale. Ce n'était pas sa première tentative. Passionné d'alpinisme depuis l'adolescence, il avait déjà gravi ce sommet 3 fois. Mais cette fois était différente. Cette fois, il grimpait avec un secret que personne ne connaissait. Un secret qui allait, de manière totalement inattendue, lui sauver la vie. Lucas souffrait d'une maladie rare du sang appelée polycythémie vera, une condition où la moelle osseuse produit trop de globules rouges. Pour la contrôler, il prenait un médicament expérimental dans le cadre d'un essai clinique. Un traitement qui modifiait subtilement la chimie de son sang d'une manière que même les chercheurs ne comprenaient pas encore complètement. Mais Lucas était médecin, il connaissait les risques et il faisait confiance au protocole. Il avait choisi de grimper seul, contre tous les conseils de sécurité. Pas par arrogance, mais parce qu'il cherchait quelque chose. Une clarté, une paix intérieure qu'il ne trouvait pas dans sa vie trépidante de cardiologue. Les derniers mois avaient été difficiles. Un divorce douloureux, des gardes épuisantes à l'hôpital, la pression constante de sauver des vies. Il avait besoin de se retrouver seul face à la montagne. Le départ s'était fait à 2 heures du matin depuis le refuge de Tête-Rousse, comme prévu. Lucas progressait bien, équipé de tout le matériel nécessaire. Crampons, piolets, cordes, baudriers, casque, GPS, téléphone satellite. Le ciel était clair, les conditions météo parfaites. Il avait atteint le refuge du goûter vers 5 heures du matin, fait une pause rapide, puis continué vers le sommet. Vers 9 heures, à environ 4200 mètres d'altitude, alors qu'il traversait une zone de sérac, ces blocs de glace instables formés par le mouvement du glacier, Lucas entendit un craquement sourd, un son qu'aucun alpiniste ne veut jamais entendre. Il n'eut même pas le temps de réagir. Le sérac au-dessus de lui, une tour de glace de la taille d'un immeuble de 3 étages, céda. Des tonnes de glace s'effondrèrent dans un rugissement assourdissant. Lucas fut balayé instantanément, emporté dans un chaos de blocs glacés qui roulaient, rebondissaient, explosaient en fragments. Il tenta de se protéger la tête avec ses bras, roula, fut projeté, écrasé. Un bloc massif le percuta de plein fouet, le clouant contre le sol. D'autres blocs tombèrent par-dessus, s'entassant, créant une structure instable. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Le silence retomba, à peine troublé par quelques craquements de glace qui se stabilisaient. Lucas était vivant, blessé certainement, emprisonné absolument, mais vivant. Il était coincé dans une sorte de cavité formée par hasard entre plusieurs gros blocs de glace. L'espace autour de lui était minuscule, à peine assez grand pour qu'il puisse être allongé sur le côté. Il ne pouvait pas bouger les bras, à peine tourner la tête. Les blocs de glace le pressaient de tous côtés. La panique monta instantanément. Lucas lutta pour respirer, non pas parce qu'il manquait d'air, il y avait des interstices entre les blocs permettant une circulation minimale, mais parce que sa poitrine était compressée. Chaque inspiration demandait un effort considérable. Il força sur le calme. Il était médecin. Il connaissait l'anatomie, la physiologie. Paniquer ne ferait qu'accélérer sa consommation d'oxygène et son rythme cardiaque. Il devait rester calme. Il fit un inventaire mental rapide de ses blessures. Douleur aiguë à la jambe gauche, probablement une fracture. Côte du côté droit extrêmement douloureuse à chaque respiration. Fracture costale certaine. Goût de sang dans la bouche, probablement une lésion interne. Mais il était conscient, lucide. C'était déjà ça. Son téléphone satellite. S'il pouvait l'atteindre, il pourrait appeler les secours. Mais le téléphone était dans une poche latérale de sa veste et son bras était coincé contre son corps par la glace. Il lutta pour le libérer, millimètre par millimètre, la douleur irradiant depuis ses côtes cassées à chaque mouvement. Après ce qui sembla une éternité, il parvint à glisser sa main dans la poche. Le téléphone était là. Il le sortit avec des doigts engourdis par le froid qui s'infiltrait déjà. L'écran était fissuré, mais fonctionnel. Il activa la balise de détresse SOS, transmettant sa position GPS. Le signal fut émis. Lucas respira avec soulagement.
Les secours allaient venir. Il suffisait de tenir jusqu'à leur arrivée. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'effondrement du sérac avait créé un champ de débris instable couvrant plusieurs centaines de mètres carrés. Les sauveteurs ne pourraient pas s'approcher sans risquer de déclencher un nouvel effondrement. Ils allèrent devoir procéder avec une extrême prudence, ce qui prendrait du temps, beaucoup de temps. Les premières heures furent supportables. Lucas se concentrait sur sa respiration, sur le maintien de sa température corporelle. Mais rapidement, le froid devint le problème principal. À 4200 mètres d'altitude, entouré de glace, la température était largement négative. Ses vêtements techniques offraient une certaine protection, mais insuffisante pour une exposition prolongée. Il sentait le froid s'infiltrer, pénétrer ses vêtements, attaquer sa peau. Ses doigts et ses orteils s'engourdissaient. Il essayait de les bouger régulièrement pour maintenir la circulation, mais l'espace était si confiné que les mouvements étaient presque impossibles. L'hypothermie s'installait progressivement, inexorablement. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que son traitement médical expérimental était en train d'opérer une transformation extraordinaire dans son corps. Le médicament qu'il prenait pour sa polycythémie avait un effet secondaire non documenté. Il modifiait la structure de l'hémoglobine dans ses globules rouges, la rendant plus efficace pour transporter l'oxygène en conditions de stress extrême. À mesure que sa température corporelle chutait, que son métabolisme ralentissait, son sang modifié commençait à fonctionner d'une manière unique. Ses organes vitaux recevaient juste assez d'oxygène pour continuer de fonctionner, même avec un rythme cardiaque qui tombait à 35 battements par minute. Son cerveau, normalement le premier organe à souffrir du manque d'oxygène, restait fonctionnel grâce à cette hémoglobine super efficace. En surface, l'équipe du PGHM avait été alertée. Un hélicoptère fut dépêché immédiatement. Ils localisèrent la zone de l'effondrement grâce au signal GPS, mais ce qu'ils virent les glaça. Un champ de débris massif, instable, dangereux, impossible d'atterrir. Impossible de s'approcher à pied sans provoquer un nouvel effondrement potentiellement mortel. Ils durent appeler des spécialistes en stabilisation de glace, des ingénieurs qui pourraient évaluer la structure et déterminer comment approcher en sécurité. Ces spécialistes n'étaient pas immédiatement disponibles. Il faudrait les faire venir de Chamonix, les héliporter, leur donner le temps d'analyser la situation. On parlait d'heures, peut-être même d'une journée complète. Lucas, dans son tombeau de glace, était inconscient de ces complications logistiques. Il savait seulement qu'il attendait, que le froid devenait insupportable, que chaque heure qui passait réduisait ses chances de survie. Il dérivait entre conscience et semi-conscience, son esprit jouant des tours. Il voyait sa fille, Emma, 7 ans. Elle courait vers lui dans un parc ensoleillé, riant. Il tendait les bras vers elle mais ne pouvait pas bouger. Il voyait ses patients, ceux qu'il avait sauvés, ceux qu'il avait perdus. Leurs visages défilaient devant lui comme un film accéléré. Il pensait à tous les cœurs qu'il avait réparés chirurgicalement, et maintenant son propre cœur luttait pour continuer de battre dans ce froid mortel. La nuit tomba. La température chuta encore plus. Lucas était maintenant en hypothermie profonde. Sa température corporelle, normalement à 37 degrés, était descendue à environ 28 degrés. À ce stade, la plupart des gens seraient inconscients, leur cœur en arythmie fatale. Mais Lucas restait conscient, son esprit étrangement clair malgré le froid extrême. C'était son sang modifié. Les médecins le découvriraient de plus tard. Le traitement expérimental avait non seulement augmenté l'efficacité de transport d'oxygène, mais aussi modifié légèrement le point de congélation de son sang, permettant une meilleure fluidité à basse température. Sans le savoir, en participant à cet essai clinique, Lucas s'était préparé pour survivre à exactement cette situation impossible. Il entra dans un état étrange, presque méditatif. La douleur de ses blessures semblait lointaine, comme appartenant à quelqu'un d'autre. Le froid devenait presque confortable, comme une couverture qui l'enveloppait. Il comprenait que c'était un signe dangereux. L'hypothermie avancée crée souvent une sensation paradoxale de chaleur avant la mort. Mais il n'avait plus l'énergie de lutter. Il pensa à l'ironie de sa situation. Lui, le cardiologue qui passait ses journées à maintenir des cœurs en vie, allait mourir d'un cœur qui ralentissait trop. Il pensa aux innombrables fois où il avait expliqué à des patients l'importance de la circulation sanguine, du maintien de la température corporelle. Il connaissait exactement ce qui se passait dans son corps, étape par étape, alors qu'il glissait vers l'hypothermie terminale. En surface,
Les spécialistes étaient arrivés. Ils analysaient la structure des débris de glace avec des sondes, des détecteurs sismiques, créant un modèle 3D de la zone. Ils identifiaient les routes potentielles d'approche, calculaient les risques d'effondrement. C'était un travail minutieux, frustrant dans son extrême lenteur mais nécessaire. Ils ne pouvaient pas risquer la vie des sauveteurs dans une approche imprudente. Pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le corps de Lucas. Face à la menace mortelle de l'hypothermie, son organisme déclenchait une réponse de survie extrême, amplifiée par la chimie altérée de son sang. Ses vaisseaux sanguins périphériques se contractaient au maximum, détournant tout le sang disponible vers les organes vitaux, cerveau, cœur, poumons. Ses membres devenaient glacés, presque gelés, mais son cœur continuait de battre, lentement, mais régulièrement. Son cerveau restait fonctionnel, même si ses pensées devenaient de plus en plus fragmentées. Il entrait dans un état proche de l'hibernation, quelque chose que le corps humain n'est normalement pas capable de faire, mais que le sien réussissait grâce à ce cocktail unique de stress extrême et de pharmacologie expérimentale. Des heures passèrent. Le jour se leva à nouveau, marquant 24 heures depuis l'effondrement. Les équipes en surface étaient prêtes. Ils avaient identifié une route d'approche viable. Des sauveteurs, harnachés, assurés par des cordes, commencèrent à progresser prudemment à travers le champ de débris. Chaque pas était calculé, testé. Les ingénieurs surveillaient en temps réel, prêts à ordonner un retrait immédiat au moindre signe d'instabilité. Ils progressèrent mètre par mètre. Le signal GPS les guidait vers la position de Lucas. Après 2 heures de progression terrifiante, ils atteignirent la zone approximative. Ils appelèrent, crièrent en son nom. Pas de réponse. Ils utilisèrent des détecteurs acoustiques, écoutant le moindre son. Rien. Leur cœur se serra. Était-il déjà mort? Mais le signal GPS était toujours actif, ce qui signifiait que son téléphone satellite fonctionnait encore. Ils commencèrent à creuser, utilisant des outils spéciaux pour déplacer la glace sans créer de vibrations qui pourraient déstabiliser la structure. Bloc par bloc, ils retirèrent la glace, créant un passage. Finalement, après 1 heure de travail méticuleux, ils créèrent une ouverture. Une lampe fut introduite, révélant une cavité dans la glace. Et là, recroquevillé, immobile, Lucas. Il ne pouvait pas dire s'il respirait. L'un des sauveteurs se faufila dans l'ouverture, plaça ses doigts sur le cou de Lucas, cherchant un pouls, et il le sentit. Faible, incroyablement lent, mais présent. « Il est vivant !» cria-t-il dans sa radio. « Bon Dieu, il est vivant après 28 heures. » L'extraction fut délicate. Il ne pouvait pas bouger Lucas brusquement. Son corps était en hypothermie profonde, et tout mouvement trop rapide pourrait provoquer un arrêt cardiaque. Ils l'enveloppèrent dans des couvertures thermiques spéciales, installèrent des poches chauffantes chimiques autour de son torse, évitant soigneusement les membres qui étaient probablement gelés. Ils le portèrent centimètre par centimètre hors du champ de débris, un processus qui prit encore 1 heure. Une fois en zone sûre, l'hélicoptère médical put atterrir. Lucas fut transféré dans la cabine équipée médicalement. Le médecin d'urgence à bord prit ses constantes et eut un choc. Température corporelle, 26,8 degrés G, rythme cardiaque, 28 battements par minute, tension artérielle à peine mesurable. Selon tous les manuels médicaux, Lucas aurait dû être mort ou au minimum dans un coma profond. Mais ses yeux bougeaient sous les paupières. Quand le médecin lui parla, lui demandant s'il pouvait l'entendre, Lucas réussit à remuer légèrement les doigts. Il était conscient. Le transport jusqu'au CHU de Grenoble fut tendu. Le médecin surveillait constamment, s'attendant à chaque seconde à ce que le cœur de Lucas s'arrête. Mais il continuait de battre, ce rythme lent mais obstiné qui refusait de s'arrêter. Ils commencèrent un réchauffement très progressif, degré par degré, pour éviter un choc thermique. À l'hôpital, une équipe pluridisciplinaire attendait, spécialistes en hypothermie, cardiologues, chirurgiens. Quand Lucas arriva, ils le transférèrent immédiatement en salle de réanimation. Ils le placèrent sous circulation extracorporelle, une machine prenant en charge les fonctions de son cœur et de ses poumons, pendant que son corps était réchauffé avec une précision médicale. Le processus prit 12 heures. Lentement, méthodiquement, sa température fut ramenée vers la normale. À 32 degrés C, son rythme cardiaque accéléra légèrement. À 34 degrés C,
il commença à bouger davantage. À 36 degrés C, il ouvrit les yeux. Le premier visage qu'il vit fut celui du docteur Catherine Blanc, chef du service de réanimation. Elle souriait, des larmes dans les yeux. « Bienvenue parmi nous, docteur Moreau, dit-elle. Vous venez d'établir un nouveau record médical. » Lucas essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Combien de temps ?» Catherine vérifia sa montre. « 48 heures exactement depuis l'effondrement. Vous avez survécu 48 heures, piégé dans la glace, à une température qui aurait tué n'importe qui d'autre. » Les jours suivants furent consacrés à comprendre comment il avait survécu. Des analyses sanguines révélèrent la structure inhabituelle de son hémoglobine. Les chercheurs de l'essai clinique furent contactés. Ils étaient stupéfaits. Le médicament qu'ils testaient avait montré des résultats modestes dans les conditions normales, mais dans cette situation extrême, il avait transformé Lucas en quelque chose de proche d'un super survivant. Le bilan physique fut moins optimiste. 3 orteils du pied gauche durent être amputés à cause de gelures irréversibles. Plusieurs doigts étaient gravement endommagés mais sauvables. Sa jambe fracturée nécessita une chirurgie complexe. Ses côtes guériraient avec le temps, mais il était vivant, fonctionnel, avec un cerveau intact et un cœur qui battait normalement. L'histoire fit sensation dans la communauté médicale mondiale. Des articles furent publiés dans The Lancet, le New England Journal of Medicine Nature. Une nouvelle frontière dans la résistance humaine à l'hypothermie, titrait une revue. Le sang qui défie le froid annonçait une autre. Lucas devint malgré lui une célébrité médicale. Mais il gérait cela avec humilité. « Je ne suis pas un héros, disait-il aux journalistes. J'ai juste eu une chance extraordinaire. Le hasard a fait que je participais à un essai clinique qui a modifié mon sang exactement de la manière nécessaire pour survivre à cette situation spécifique. C'est de la pure chance, pas du courage. » Mais les chercheurs voyaient plus loin. Si ce médicament pouvait conférer une telle résistance au froid, quelles étaient les implications? Pour les chirurgies cardiaques qui utilisent l'hypothermie thérapeutique, pour les astronautes en hibernation lors de longs voyages spatiaux, pour les victimes d'arrêt cardiaque dans l'eau froide? Lucas travailla avec les chercheurs pour documenter son cas en détail. Chaque aspect de sa physiologie pendant ces 48 heures fut analysé, modélisé, étudié. Son sang devint l'objet d'innombrables tests. Il donna son consentement pour que son cas serve la science, espérant que d'autres pourraient bénéficier de cette découverte accidentelle. La récupération physique prit des mois. Lucas dut réapprendre à marcher correctement avec ses orteils amputés. La physiothérapie pour ses mains gelées fut longue et douloureuse, mais psychologiquement, il était transformé. L'expérience l'avait changé de manière fondamentale. Il retourna travailler comme cardiologue, mais avec une perspective différente. Il avait vécu ce que ses patients ressentaient quand leur vie pendait à un fil. Il avait senti son propre cœur ralentir vers la mort potentielle. Cette empathie nouvelle le rendait meilleur médecin, plus connecté, plus humain. 2 ans après l'incident, Lucas retourna au Mont Blanc, pas pour grimper au sommet, mais pour visiter le site de l'effondrement. Les débris s'étaient stabilisés, déplacés par les mouvements naturels du glacier. Il se tint là, regardant l'endroit où il avait failli mourir, où il avait survécu contre toute attente. Il pensa au hasard extraordinaire qui avait aligné tant de facteurs pour sa survie. Si l'effondrement avait eu lieu 3 mois plus tôt, avant qu'il ne commence le traitement expérimental, il serait mort. Si les blocs de glace étaient tombés différemment, l'écrasant complètement au lieu de créer cette cavité protectrice, il serait mort. Si les secouristes avaient pris 1 heure de plus, il serait probablement mort. Mais il n'était pas mort. Il était là, vivant, respirant l'air pur de la montagne, sentant le soleil sur son visage. Il avait une seconde chance, un cadeau incroyable, et il était déterminé à l'utiliser pleinement. Aujourd'hui, Lucas continue son travail de cardiologue. Il a aussi rejoint l'équipe de recherche, qui développe le médicament qui lui a sauvé la vie, aidant à le perfectionner, à comprendre ses mécanismes. Des essais cliniques sont en cours pour développer une version spécifiquement destinée à augmenter la survie en hypothermie. Il donne des conférences dans les écoles de médecine, racontant son histoire, enseignant que la science médicale réserve encore des surprises, que le corps humain est capable de choses que nous ne comprenons pas encore complètement. Il inspire une nouvelle génération de médecins à rester curieux,
à explorer les frontières de la médecine. Et parfois, dans son bureau à l'hôpital, entre deux patients, Lucas regarde la photo encadrée sur son mur. Une photo du Mont Blanc, majestueux et terrible. Un rappel constant que la vie est fragile, que la mort peut venir en un instant, mais aussi que parfois, contre toute logique, contre toute probabilité, la survie est possible. Le Mont Blanc continue d'attirer les alpinistes et les séracs continuent de s'effondrer périodiquement, réclamant parfois des victimes. Mais pour Lucas Moreau, cette montagne sera toujours spéciale. C'est là qu'il a découvert que son sang était différent, que la science pouvait créer des miracles sans même le savoir, et que 48 heures peuvent contenir toute une vie de révélation.